Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce séminaire qui va être consacré à la question du tirage au sort qui sera étudié de la période antique jusqu'à nos jours par Yves Saint-Omer. Yves Saint-Omer qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8, après avoir co-dirigé le centre Marc Bloch à Berlin, et qui est également aujourd'hui chercheur associé à l'Université de Neuchâtel, en même temps que chercheur associé au CNRS. Yves Saint-Omer a publié de très nombreux ouvrages, à la fois d'études empiriques et de réflexions théoriques sur les questions de la démocratie participative et de la démocratie délibérative. Et il a à chaque fois compris cette investigation historique de façon historique et pas simplement de façon contemporaine. Il a ainsi, par exemple, très récemment, édité un numéro spécial de la revue Raison politique consacré à l'humanisme civique dans l'Europe de la Renaissance. Sa thèse avait été consacrée à une sorte de réflexion sur la tension existant entre les œuvres d'Habermas et de Weber. Son problème étant de savoir comment pouvait se concilier une étude empirique et une étude, je dirais, réaliste de la politique avec une étude de type normatif. Et c'est ce type de tentative qui était la sienne qui me rend, je dois le dire, spécialement proche de ses travaux. Il avait publié il y a quelques années un livre qui avait pour titre « Le pouvoir au peuple » et qui était une réflexion documentée historiquement et allant jusqu'à la période contemporaine sur le tirage au sort. Et il y en a eu, il y a quelques mois, une réédition très augmentée qui a pour titre « Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à aujourd'hui ». Donc c'est un ouvrage que je vous recommande vivement. Bon, je lui donne tout de suite la parole, parce qu'effectivement, cette question des rapports entre tirage au sort, vote et élection est une question qui a toujours été, depuis l'Antiquité, peut-on dire, considérée comme absolument essentielle. Il y a un retour contemporain de l'interrogation sur le tirage au sort, mais pour bien comprendre les enjeux de cette question du tirage au sort, nous l'avions d'ailleurs vu dans le séminaire ici avec l'invitation de Paul Demont, qui est une des personnes qui avait le plus travaillé sur la recompréhension de ces machines à tirer au sort en Grèce ancienne. Il y a la nécessité, pour alimenter la réflexion contemporaine, de l'appuyer sur une connaissance des débats, des techniques et des pratiques qui étaient aussi celles de l'Antiquité, mais aussi celles du monde européen ou florentin notamment, à la fin du Moyen-Âge et à la période de la Renaissance. Donc je n'en dis pas plus, c'était juste quelques mots d'introduction pour lui céder la parole avant de lancer la discussion avec lui. Bonjour, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Pierre Rosanvallon de cette opportunité de discuter avec vous aujourd'hui de cette question. Sans doute, beaucoup d'entre vous, en début janvier, ont-ils mangé la galette et tiré les rois. Moins nombreux sont cependant ceux qui savent qu'il s'agit d'une coutume très ancienne, dont les origines remontent au moins aux Saturnales romaines. Cette fête avait lieu après le solstice d'hiver, dans les 12 jours intercalaires entre le cycle solaire et le cycle lunaire. C'était la principale fête romaine, elle était de nature carnavalesque, banquets et orgies se multipliaient, les normes sociales étaient suspendues, il était par exemple permis de jouer au dé, une activité normalement interdite, les esclaves mangeaient à la table de leur maître, voire se faisaient servir par eux, les hommes libres tiraient au sort un roi des Saturnales qui pouvait donner des ordres à ses sujets temporaires, comme de boire, de danser, de faire le tour de la maison à une joueuse de flûte en la portant sur ses épaules. Certaines versions des Saturnales impliquaient cependant des composantes plus tragiques. Des sources d'époque, retrouvées par l'historien Cumont et commentées par le célèbre anthropologue Fraser, nous rapportent ainsi que les soldats romains, cantonnés sur le Danube pour protéger l'empire des barbares,
avaient coutume de célébrer la fête de la façon suivante. 30 jours avant les Saturnales, ils tiraient au sort parmi eux un jeune homme beau que l'on habillait de vêtements royaux pour le faire ressembler à Saturne. Ainsi vêtu, celui-ci se promenait en public avec pleine autorisation de donner libre cours à ses passions et de goûter à tous les plaisirs, fussent-ils les plus vils et les plus honteux. Mais si son règne était joyeux, il était court, car une fois la fête de Saturne arrivée, il se coupait la gorge sur l'autel du dieu qu'il représentait. En l'année 303 de notre ère, le sort tomba sur le soldat chrétien Dasius, qui refusa de jouer le rôle du dieu païen et de souiller ses derniers jours dans la débauche. Les menaces et les arguments de son chef ne parvinrent pas à ébranler sa constance. Il fut donc décapité, comme un martyrologue chrétien le rapporte avec une précision minutieuse, à Durostorum par le soldat Jean, le vendredi 20 novembre, 24e jour de la Lune, à la 4e heure. Ce récit commenté par Fraser a été largement discuté, mais historiens et anthropologues se sont surtout penchés sur l'inversion carnavalesque des rapports sociaux et sur la signification du sacrifice du pseudo-roi. Ils n'ont guère prêté attention à la façon dont celui-ci était désigné, par tirage au sort, et sur la courte durée de son règne. Pourtant, le couplage du tirage au sort et de la rotation rapide des mandats a constitué, avec l'élection à intervalles réguliers des gouvernants, l'un des modes de sélection des dirigeants les plus répandus dans l'histoire démocratique et républicaine occidentale. Et sous un jour parodique, les Saturnales romaines, ou les rois de Nogales, conservent la trace de ces pratiques. Plus étonnant encore, le tirage au sort semble revenir après des siècles d'éclipses dans des expériences politiques. En Islande, après la crise économique de 2008 et la quasi-faillite du pays, la volonté de changer l'équipe gouvernementale et les règles du jeu s'est exprimée lors d'énormes manifestations de rue. Elles ont débouché sur des élections anticipées et un nouveau gouvernement social-démocrate vert, mais parallèlement, une assemblée citoyenne d'1 millier de personnes tirées au sort et de quelques centaines de personnalités qualifiées a été rassemblée à l'initiative du mouvement social pour dégager les valeurs sur lesquelles devrait se refonder le pays. L'expérience a été réitérée 1 an après, avec le soutien étatique cette fois-ci, dans la perspective de l'adoption d'une nouvelle constitution, et la tâche de cette seconde assemblée citoyenne était de déterminer les grands principes de la nouvelle constitution. Peu après, un conseil constituant composé de 25 personnes ordinaires a été élu. Les candidatures étaient individuelles, les parlementaires ne pouvaient se présenter, il ne pouvait y avoir de campagne électorale. Et ce conseil a travaillé sur un nouveau texte au printemps à l'été 2011 qu'il a transmis au Parlement, et la nouvelle constitution devrait être soumise à référendum en 2012. Il s'agira du 3e référendum islandais, les 2 premiers ayant abouti à rejeter les accords gouvernementaux entre banques et gouvernement. Cette expérience n'est que la pointe la plus avancée de centaines, voire de milliers d'autres, où intervient la sélection aléatoire. Pour ne mentionner que quelques exemples français, le Conseil du budget participatif de la petite ville de Clay, en Isère, était ainsi désigné par tirage au sort dans les années 2000. Plus récemment, le groupe de Metz d'Europe Écologie Les Verts a désigné par tirage au sort ses candidats aux cantonales et aux législatives. La Fondation pour l'innovation politique, proche de l'UMP, propose de désigner désormais 10% des conseillers municipaux par tirage au sort. L'Institut Montaigne, centriste, envisage d'organiser une conférence citoyenne pour discuter de la future réforme des retraites. La Fondation Hulot et Attac, proche de la gauche critique, réclament pour leur part la création d'une seconde ou d'une 3e chambre tirée au sort. Quels ont été les usages politiques du tirage au sort dans l'histoire? Comment cette modalité de sélection des dirigeants a-t-elle été combinée avec d'autres? Pourquoi cette procédure a-t-elle disparu avec les révolutions modernes? Pourquoi fait-elle retour aujourd'hui dans certaines expériences? Quelles en sont les légitimités potentielles? C'est de ces questions dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Et pour ce faire, je procéderai en 4 temps. Je brosserai tout d'abord un panorama synthétique des usages du tirage au sort dans l'histoire politique occidentale. Je tenterai ensuite de dégager plus brièvement les grandes logiques en fonction desquelles la sélection aléatoire des charges
a été discutée. Dans une troisième partie, nous nous interrogerons sur la signification de la disparition du tirage au sort à l'ère moderne et de sa réapparition aujourd'hui. Et enfin, nous nous demanderons quelle pourrait être la légitimité politique de la sélection aléatoire dans le siècle qui a commencé. Alors, je me contenterai, dans ce panorama historique par lequel je commence cet exposé, je me concentrerai sur les usages du tirage au sort en Occident, et forcément, je le ferai à grands traits. La synthèse n'est pas simple, car on manque d'enquêtes synthétiques venant des historiens. Pour ne citer qu'un exemple, le seul article global sur l'Antiquité, incluant à la fois la Grèce et Rome, a été écrit il y a déjà plus d'un demi-siècle par un historien allemand, Viktor Ehrenberg, et il n'a pas encore été traduit en français. Et c'est finalement surtout du côté des politistes que des tentatives de panorama synthétique ont été faites, mais évidemment, et je m'inclus dans le lot, la perspective est un peu différente et le risque n'est pas négligeable d'un manque de perception de la spécificité des contextes historiques. Alors, le tirage au sort est mentionné fréquemment dans l'Ancien Testament, qui témoigne d'un usage, sinon routinier, en tout cas fréquent, de cette pratique dans la population, dans le peuple juif. Les témoignages sont par contre plus rares dans le Nouveau Testament, mais on avait également recours à cette pratique dans les tribus germaines. Dans la Haute Antiquité, ce sont deux ensembles principaux de pratiques qui sont mentionnés comme impliquant le tirage au sort. D'un côté, des pratiques divinatoires, et de l'autre, le partage des biens, notamment des héritages et des lots de terre gagnés dans les conquêtes. D'ailleurs, comme Dumont l'a montré, le terme grec de kléros désigne le sort, mais aussi le lot ou l'apanage dans le cadre de règlements successoraux. Et cette étymologie se retrouve notamment dans le terme assez tardif de loterie, ou dans l'anglais « selection by lot », sélection aléatoire. Dans certains cas, c'est à partir de ces deux ensembles de pratiques que le tirage au sort s'est étendu par contagion au choix des dirigeants politiques. Pratiquement, il y avait deux manières de tirer au sort. La première consistait à inscrire sur des tablettes, appelées à Rome sortes, des noms, des signes, des mots. Littéralement, on tirait les sorts en extrayant ces tablettes à l'aveugle d'un récipient. Et l'étymologie du mot sort vient de là. On pouvait également, à la place des tablettes, employer des fèves. La deuxième manière était de recourir aux dés ou aux osselets. Là encore, l'étymologie l'atteste. L'alea, en latin, est un jeu de dés. Pensez à la célèbre phrase de César, passant le Rubicon, les dés sont jetés, alea iacta est. Il tirait au sort. Le hasard vient de l'arabe, hazar, ce qui était un jeu de dés. La chance, en italien caso, vient du latin cadentia, la façon dont tombaient les dés. Sous l'une ou l'autre de ces formes, on a des témoignages de tirage au sort politique dans la haute antiquité grecque, dans l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Mais il faut noter que jusqu'à l'invention de techniques spécifiquement politiques pour tirer au sort, c'est généralement par les sortes plutôt que par les dés que la méthode aléatoire a été utilisée en politique. C'est cependant à l'âge classique, et tout particulièrement à Athènes, que le tirage au sort des charges publiques va devenir systématique et que son usage politique va s'émanciper radicalement de ses significations religieuses ou surnaturelles. Il y a de ce point de vue-là rupture plutôt que continuité. Le recours à la sélection aléatoire se routinise alors, et pour le permettre, les Grecs inventent un instrument spécifique dont il a été fait mention à l'instant par Pierre Rosanvallon, utilisé en politique, le clérotérion, littéralement une machine à tirer au sort. C'était une stèle de marbre de la hauteur d'un homme, avec 5 colonnes munies de rainures dans lesquelles on pouvait insérer les tablettes sur lesquelles étaient inscrits les noms à tirer au sort. Le tirage au sort a été largement étudié, y compris dans ces murs, je crois, et largement présenté. C'est pour ça que je me contenterai de le décrire brièvement. Au 5e et au 4e siècle
avant Jésus-Christ, le système athénien reposait sur 3 piliers. D'une part, l'Assemblée générale du peuple, l'Ecclésia, 6 à 12, 15 000 personnes, réunies plusieurs dizaines de fois par an, sur 30 à 40 000 citoyens libres. L'élection, 10% des magistrats étaient élus par tirage au sort, mais c'était les magistratures les plus importantes, et notamment les magistratures politico-militaires. Et le 3e pilier, c'était le tirage au sort. Et celui-ci intervenait dans 4 dimensions au moins. D'une part, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait 90% des magistratures. Deuxièmement, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait les membres du Conseil, la boulée, les 500, une espèce d'approximation du Parlement actuel. Troisièmement, la sélection des jurés populaires, qui étaient généralisés à Athènes, était faite à travers la sélection aléatoire. Et enfin, le tirage au sort était utilisé pour des choses plus secondaires, comme de choisir le président de séance, de répartir les rôles au sein des organes collégiaux, de préciser la rotation des responsabilités à l'intérieur des conseils. Le tirage au sort ne prenait son sens que parce qu'il était couplé à une rotation rapide des tâches et à l'interdiction du cumul des mandats. On ne pouvait par exemple pas faire partie du conseil plus de 2 fois dans sa vie. Et également à la collégialité de toutes les magistratures. Comme l'a bien expliqué Jean-Pierre Vernant, on avait avec la cité un pouvoir qui n'était plus concentré en un personnage unique, au sommet de l'organisation sociale, mais qui se trouvait en son centre vide, son mésone, et suivant un cycle réglé, la souveraineté passait d'un groupe à l'autre, d'un individu à l'autre, de telle sorte que commander et obéir, au lieu de s'opposer comme 2 absolus, devenaient 2 termes inséparables d'un même rapport réversible. À Athènes et plus largement dans le monde grec, le tirage au sort avait-il partie liée à la démocratie ? Une interprétation assez largement répandue dans le monde classique, notamment chez Aristote, avance que le tirage au sort représente une procédure démocratique alors que l'élection renvoie, elle, à une procédure oligarchique. Et cette thèse a été fréquemment reprise par la suite, mais elle est également contestée vivement par de nombreux auteurs modernes. Pour résumer les conclusions qui me semblent les plus convaincantes, il me semble tout d'abord qu'il n'y a pas de recoupement complet entre tirage au sort et démocratie. D'ailleurs, l'analyse d'Aristote, globalement, est beaucoup plus complexe que simplement cette opposition en noir et blanc, et il est attesté que le tirage au sort a été utilisé dans des régimes non démocratiques. Cependant, dans les contextes non démocratiques, c'est surtout pour les choses les plus secondaires, la 4e dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, la présidence de séance, l'ordre temporel de la rotation des tâches, que le tirage au sort a été utilisé. Et plus généralement, c'est seulement dans les cités démocratiques que le tirage au sort a été utilisé pour désigner les magistrats. Significativement, les 2 coups d'État de la fin du 5e siècle avant, qui ont menacé pendant un certain temps la démocratie athénienne, ont aboli, avec les institutions démocratiques, le tirage au sort des magistrats. Le tirage au sort des magistrats radicalise l'idéal d'égalité entre les citoyens. Il va d'ailleurs de pair avec des changements sociaux, militaires, juridiques d'ampleur. Et il s'agit d'une égalité juridico-politique qui compense l'inégalité socio-économique qui reste maintenue. L'égalité est également affirmée dans le rapport entre les citoyens et leurs gouvernants. Ceux-ci sont considérés comme au service des gouvernés et non pas leurs maîtres. Et du coup, le fait de les désigner par tirage au sort peut sembler plus logique. Le détour par la Grèce est salutaire, car, comme le dit l'historien Finlay, il faut, pour comprendre ce système politique, aller au-delà de l'équation démocratie-élection, qui nous semble à nous modernes aussi évidente. Et en même temps, si le tirage au sort et les élections peuvent apparaître comme 2 pôles en tension, et le sont effectivement jusqu'à un certain point, ils se développent sur le même terrain, celui de l'affirmation de la politique. Il faut comprendre la politique non pas simplement comme une lutte pour le pouvoir d'État, cela nous l'avons eu dans toutes les sociétés à État existantes dans l'histoire, mais également
selon une deuxième dimension comme l'institutionnalisation d'un débat public sur les choses de la cité. Et on s'aperçoit qu'en Grèce, un processus de rationalisation politique a joué à la fois sur le raffinement des procédures d'élection et de prise de décision à la majorité et sur l'utilisation de la sélection aléatoire des charges politiques. Roger Caillois en avait eu l'intuition, et cela me semble confirmé depuis par les travaux historiques. Et du coup, on comprend mieux pourquoi l'âge d'or de la cité athénienne et de la Grèce a correspondu avec un épanouissement maximal du tirage au sort en politique. Une vertu épistémologique du tirage au sort est bien résumée par Cléon, l'un des démagogues du Ve siècle, dans des propos rapportés par Thucydide, je les cite. « Allons-nous oublier que l'on tire meilleure partie d'une ignorance associée à une sage pondération que d'une habileté jointe à un caractère capricieux, et qu'en général, les cités sont mieux gouvernées par les gens ordinaires que par les hommes d'esprit plus subtils. Ces derniers veulent paraître plus intelligents que les lois. Les gens ordinaires, au contraire, ne prétendent pas avoir plus de discernement que les lois. Moins habiles à critiquer l'argumentation d'un orateur éloquent, ils se laissent guider, quand ils jugent des affaires, par le sens commun et non par l'esprit de compétition. C'est ainsi que leur politique a généralement des effets heureux. » Le tirage au sort ne disparaît pas avec l'occupation d'Athènes par les Macédoniens en 323. Athènes n'était du reste pas la seule cité à connaître le tirage au sort. La procédure reste largement répandue dans le monde hellénistique. Elle perd cependant une partie de sa substance, un peu comme la politique en général. Et c'est surtout pour trancher des questions secondaires ou ponctuelles, plus que dans l'idée d'un gouvernement de tous à tour de rôle, que l'on a recours à la sélection aléatoire. Il faut cependant mentionner qu'une partie des charges liturgiques dans la période hellénistique vont être pourvues par tirage au sort sur constitution d'une liste de personnes qualifiées, entre lesquelles on procède à un tirage aléatoire. Et c'est probablement de là que vient l'étymologie du mot clergé. On est passé progressivement, cléros, donc le sort, au clergé actuel, on est passé progressivement d'une sélection aléatoire des responsables liturgiques au sein de la communauté des fidèles, tous égaux devant Dieu, en tout cas ceux qui étaient sélectionnés dans un premier temps et lui appartenant, à une sélection de ceux qui sont consacrés par la hiérarchie de l'Église. Rome, la République romaine, développe elle-même, de façon très notable, les modes de scrutin. Je crois que vous en avez eu une présentation la semaine dernière, et s'appuie sur des procédures de tirage au sort. Mais celles-ci ne pesèrent jamais autant qu'à Athènes, sans doute aussi parce que Rome ne fut jamais une démocratie, en tout cas au sens athénien. 4 grands modes d'utilisation du tirage au sort dans la République romaine peuvent être soulignés. D'une part, l'ordre de vote. Dans les comices curiates, on décidait entre les tribus de la classe supérieure, laquelle votait en premier, et c'était important parce qu'il y avait dépouillement de ce vote immédiatement après le vote de la première tribu, et elle donnait le là pour les tribus supérieures, et le vote s'arrêtait dès qu'un consensus, dès qu'une majorité était atteinte dans les tribus supérieures. Il y avait également un ordre de vote pour les comices tributes, qui était décidé par tirage au sort, cette fois-ci entre toutes les tribus, avec donc une affirmation de l'égalité symbolique entre tous les citoyens, mais peu de portée pratique, car là, on dépouillait les votes une fois que toutes les tribus avaient voté. Deuxième chose, désignation ponctuelle de certaines charges secondaires, administratives ou liturgiques, par tirage au sort. Troisièmement, un usage assez massif du tirage au sort pour désigner les jurés populaires, sans doute sous influence grecque. Et puis le tirage au sort, quatrièmement, intervenait au sein des magistratures collégiales pour répartir les compétences dans l'espace ou dans le temps, ou encore pour instaurer une certaine division du travail entre les magistrats. Durant une période transitoire, pendant l'Empire, certaines charges administratives et les jurys populaires continuèrent, mais peu à peu, le tirage au sort s'étiola dans l'Empire, comme la politique en général et les élections en particulier.
Après les grandes invasions, le tirage au sort semblait tout aussi oublié que les élections, ou même que le vote majoritaire. L'un des rares témoignages de recours à la sélection aléatoire pour désigner le titulaire d'une charge publique concerne le choix de l'évêque d'Orléans au Ve siècle. Mais le tirage au sort semblait pratiqué de façon sporadique au sein de l'Église, comme en témoigne par exemple le synode de Barcelone en 599. Hors des cercles royaux, l'instance politique, entre guillemets, qui renaît durant le Haut Moyen-Âge est l'Assemblée générale des citoyens, appelée notamment Universitas ou Parlamento. Son origine semble plus chrétienne que romaine, avec la réunion de la communauté des fidèles sur le parvis de l'Église. Et pendant d'ailleurs assez longtemps, l'Assemblée ratifie à la fois les charges ecclésiastiques et les charges politiques, et la division entre les deux n'est pas tranchée. La décision se prenait à l'unanimité apparente par acclamation, et le plus souvent, il s'agissait de donner consentement populaire à un choix déterminé à l'avance par les élites. Mais c'est cependant avec la montée en puissance de ce Parlamento que les communes ont émergé à la fin du Haut Moyen-Âge. L'historien catholique Léo Moulin avait soutenu la thèse selon laquelle les techniques électorales et délibératives modernes avaient des origines religieuses au Moyen-Âge, l'expérience n'étant venue que plus tardivement au niveau communal. Cette thèse mérite pour le moins d'être nuancée. La véritable renaissance des techniques électorales et des modes de scrutin au sein de l'Église et des ordres monastiques ne s'affirme pleinement qu'au XIIIe siècle. Or, c'est bien dès le XIIe, en particulier dans nombre de communes d'Italie du Nord et du Centre, que se rôdent les procédures modernes de désignation par scrutin majoritaire, le vote secret, le vote à plusieurs tours, etc. Et c'est dans la foulée de cette expérimentation démocratique, au XIIIe siècle, que se répand de nouveau le tirage au sort à une échelle qui avait été inconnue depuis Athènes. L'expérience communale représente un moment capital de l'histoire politique occidentale, très sous-estimé en France. Étonnamment, par exemple, le grand historien Braudel, dans son ouvrage sur l'Italie, passe en partie à côté d'elle, alors que des sociologues comme Max Weber ou des historiens des idées comme Pocock et Skinner l'ont par contre fortement mis en relief. Or, dans le cadre de cette expérimentation politique, les modes de scrutin vont faire l'objet d'une attention toute particulière. En 1292, par exemple, à Florence, ce ne furent pas moins de 24 systèmes électoraux différents qui furent soumis à la discussion pour l'élection du priorat. C'est donc au XIIIe siècle que la procédure de tirage au sort va se répandre de façon extraordinaire, et le développement est d'autant plus marquant que c'est précisément à cette époque que l'Église interdit en son sein explicitement le recours au tirage au sort par une décision papale de 1223. C'est alors l'âge d'or de l'Italie communale, et le recours au tirage au sort va suivre deux voies. D'un côté, il va être utilisé pour désigner des commissions électorales qui elles-mêmes vont élire les représentants, et d'autre part, il va intervenir dans la sélection des représentants eux-mêmes. Par ailleurs, il va devenir si routinier qu'il va être utilisé dans plein de sphères de la vie sociale. Alors, premier exemple, celui de Venise, qui illustre la sélection par tirage au sort des commissions électorales. Dans un premier temps, les communes, après, virent, lorsqu'elles s'affirmèrent, la concentration du pouvoir dans les mains de quelques dirigeants, et l'Assemblée des citoyens vit son rôle se restreindre. Cependant, les luttes pour le pouvoir entre familles, entre groupes sociaux, étaient si virulentes qu'à partir du XIIe, les communes vont tenter de trouver des techniques électorales pour calmer les passions suscitées par la compétition pour le pouvoir. Parmi ces procédures se développent alors des mécanismes qui consistent à confier à des magistrats, de confier la nomination des magistrats à des sages, à des électeurs censés se prononcer au nom du bien commun plutôt qu'en défendant des intérêts particuliers. Il s'agissait donc, en théorie du moins, de réaffirmer l'unité communale menacée par les luttes de factions. Et alors, les communes multiplient les procédures pour arriver à trouver les bons électeurs, vote à la majorité qualifiée, multiplication des tours de scrutin, scrutin secret, et c'est dans cette dynamique que le tirage au sort va s'imposer comme un moment précieux. Venise est sans doute la ville qui a porté
la logique à sa perfection à partir de 1268. Lorenzo Tiepolo, qui est élu doge à cette époque, l'est de la façon suivante. Le Grand Conseil se réunit solennellement. Le conseiller le plus jeune sort de la salle de réunion et revient avec le premier enfant, dont l'âge est compris entre 8 à 10 ans, qu'il rencontre dans la rue. Au centre de la salle est placé un grand sac qui contient autant de billes de bois, les ballotte, qu'il y a de conseillers. Sur 30 d'entre elles figure le mot « électeur ». Les conseillers défilent en silence, devant l'urne, et le ballotin, le jeune homme choisi, tire les billes et en donne une tour à tour à chacun d'eux. Les 30 conseillers qui reçoivent une bille électorale restent dans la salle, qu'évacuent immédiatement les autres membres. Dans un second temps, ces 30 conseillers sont réduits à 9 en utilisant le même système. Au troisième tour, ils élisent 40 personnes parmi les membres du Grand Conseil, par un vote à la majorité qualifiée. Au quatrième tour, ces 40 sont réduits à 12 par tirage au sort. Au cinquième tour, ces derniers élisent 25 personnes parmi les conseillers. Au sixième, ces 25 sont réduits à 9 par tirage au sort. Au sixième, ils élisent 45 conseillers qui sont au septième tour réduits à 11, toujours par tirage au sort. Ces derniers élisent par majorité qualifiée les 41 conseillers qui, grâce à un neuvième tour, élisent en conclave le doge avec une majorité qualifiée de 25 voix. Cependant, un autre usage du tirage au sort va se développer dans un second temps à partir de la fin du XIIIe, qui consiste à sélectionner aléatoirement non plus les électeurs, mais les magistrats eux-mêmes. Contrairement à Athènes, le tirage au sort n'est cependant pas effectué parmi les citoyens volontaires, mais parmi une liste préalablement établie de citoyens, et c'est Florence qui va incarner le mieux et le plus longtemps cette seconde logique. À partir de 1328, date à laquelle la procédure se fixe, la plupart des charges de gouvernement et des fonctions administratives, tout comme les positions dans les conseils législatifs et une bonne partie des fonctions juridiques, sont en effet réparties par la méthode aléatoire. On appelait ça la tratta à l'époque. Comment fonctionnait-elle ? Le processus se déroulait en 4 étapes. Dans un premier temps, dans chacun des quartiers de la cité, des commissions désignaient des personnes considérées comme aptes, en fonction de critères à la fois professionnels, personnels et politiques. Dans un deuxième temps, les citoyens retenus étaient examinés par des commissions électorales à l'échelle de la ville, et les noms qui rassemblaient une majorité qualifiée des 2/3 dans ce scrutin étaient alors inscrits dans des bouts de papier qui étaient mis dans des bourses. Pour toutes les charges soumises à quota, les noms étaient placés dans des bourses différentes selon qu'on appartenait aux corporations supérieures ou inférieures. C'est seulement à la troisième étape qu'intervenait le tirage au sort, au fur et à mesure de la rotation des mandats. Et la quatrième étape consistait à éliminer les noms qui ne respectaient pas les critères en vigueur. Il fallait par exemple être à jour de ses impôts, ne pas avoir été condamné pénalement, ne pas avoir déjà exercé une charge semblable dans le passé. Selon les périodes, la liste de ceux qui étaient mis en bourse, imborsati, était plus ou moins importante. Et les luttes pour savoir s'il fallait avoir un gouvernement large ou un gouvernement étroit ont été parmi les plus importantes qui ont existé en politique dans la Florence communale. Il faut cependant noter que l'élection qui était couplée au tirage au sort n'avait pas la signification qu'elle revêt pour les modernes. Il ne s'agissait pas pour la base d'élire ses représentants, mais à l'inverse pour une élite de coopter ceux qu'elle jugeait dignes de participer à l'exercice du pouvoir. Et cette logique ne fut modifiée qu'à la fin du XVe, lorsque fut créé un grand conseil sur le mode vénitien. Et c'est pourquoi Florence ne fut jamais, elle non plus, une démocratie au sens athénien du terme, mais cependant, elle fut une république au sens où une portion non négligeable des citoyens pouvait tour à tour gouverner et être gouvernés comme à Athènes. Je mentionnerai beaucoup plus brièvement une autre expérience où fleurit le tirage au sort en politique, parce qu'elle n'a pas eu le même écho historique que les communes italiennes, à savoir l'insaculazione, littéralement la mise en sac dans la couronne d'Aragon et secondairement en Castille, entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Le recours à la sélection aléatoire fut aussi répandu dans la couronne d'Aragon qu'il ne l'était dans les communes italiennes. Il s'effectua sur 2 terrains distincts.
Au niveau communal, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, et durant tout le siècle d'or espagnol, le tirage au sort entra dans la procédure de désignation des magistrats, avec en gros une variante vénitienne et une variante florentine. Il fut toujours combiné avec, ou presque toujours combiné, avec des étapes de constitution des listes de personnes qualifiées, et c'est rarement qu'il y eut élection des personnes potentiellement choisies à travers le tirage au sort. Ce système permettait à la fois de réduire les conflits et de répartir le pouvoir entre les différents groupes sociaux des communes espagnoles. À partir du XVIe, il fut subverti de l'intérieur car le monarque fut celui qui désigna la liste des personnes tirées au sort et il réussit ainsi à rogner l'autonomie municipale. Le deuxième niveau auquel le tirage au sort fut employé en Espagne, c'était celui des Cortes, le Parlement espagnol. Dans chacun des parlements de la couronne d'Aragon, mais aussi en Castille, une procédure assez proche exista pour désigner les députés des différentes villes et des différents groupes sociaux au Parlement, là encore à partir de personnalités qualifiées. Et dans ces différents cas, l'insaculación prit fin progressivement avec la montée de l'absolutisme monarchique espagnol. Je voudrais enfin mentionner un dernier domaine où a fleuri le tirage au sort, celui des jurys populaires, appelés en France jurys d'assises. On peut esquisser une généalogie assez curieuse des allers-retours entre sphère juridique et sphère politique pour expliquer les jurys. Après la fin de la République florentine, lorsque les Médicis prennent définitivement le pouvoir en 1530, c'est Venise qui semble reprendre le flambeau du républicanisme. Le grand théoricien anglais, Harrington, discuta en détail la constitution vénitienne, qu'il avait pu étudier personnellement. Son influence sur les révolutionnaires anglais et américains fut importante, et de nombreux projets de constitution dans les colonies américaines incluaient un recours au tirage au sort sur le mode vénitien ou sur le mode florentin. Ces propositions n'eurent finalement pas de succès, mais elles se concrétisèrent dans les jurys populaires de la sphère juridique qui avaient été importés d'Angleterre. La Caroline du Sud et la Pennsylvanie adoptèrent ainsi la sélection aléatoire comme l'un des éléments de composition de leur jury au début des années 1680. De là, le tirage au sort fut réimporté en Angleterre, où il fut institutionnalisé en 1730, et de nombreux États nord-américains suivirent ces exemples durant le reste du XVIIIe siècle. La Révolution française, s'inspirant des exemples anglais et américains, généralisa les jurys d'assises, et la sélection des jurés par tirage au sort sur une liste de citoyens cooptés, une procédure qui rappelait finalement assez les usages florentins. La variante française des jurys se répandit dans tout le continent. Au début des années 1970, aux États-Unis, puis dans de nombreux autres pays, dont la France, le tirage au sort des jurés fut effectué directement parmi tous les citoyens, et non plus à partir d'une liste choisie par les autorités. Et peu après, les politistes allemands et américains, Peter Dinel et Ned Crosby, s'inspirant des jurys d'assises, proposèrent des jurys de citoyens tirés au sort pour discuter des affaires publiques. Au-delà de ce tableau historique, que peut-on retenir dans une perspective de sociologie historique comparée ou de théorie politique sur la ou les significations du tirage au sort en politique ? Toute une lignée de théoriciens ont suivi la thèse d'Aristote, qui peut sembler contre-intuitive à notre mentalité contemporaine. Aristote disait « Il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu'elles soient électives ». Cette problématique fut par exemple réintroduite par Leonardo Bruni, le chancelier de la République florentine, au début du XVe siècle. Elle fut reprise par le grand penseur Guicciardini du temps de Machiavel, par Harrington, par Montesquieu et par Rousseau. Et de nos jours, elle est défendue par une série de philosophes. On peut citer notamment Jacques Rancière, qui écrit notamment, je cite, « Le scandale de la démocratie et du tirage au sort qui en est l'essence est de révéler que le gouvernement des sociétés ne peut reposer en dernière instance que sur sa propre contingence. » Et d'une certaine manière, de façon beaucoup plus nuancée, Bernard Manin a aussi largement soutenu cette thèse. Cependant, au vu de la multiplicité des usages du tirage au sort en politique dans l'histoire, cette thèse semble trop restrictive. Le tirage au sort introduit bien une logique d'égalité radicale
parmi les personnes entre lesquelles on procède à la sélection aléatoire. Mais cette logique n'est démocratique que pour autant que tous les citoyens, ou qu'en tout cas une large majorité d'entre eux, sont concernés, comme à Athènes. Et du coup, pour avancer une thèse plus générale, il faudrait dire que dans cette optique, le tirage au sort constitue une procédure favorisant l'autogouvernement républicain de tous par tous, chacun étant, à tour de rôle, gouvernant et gouverné, pour autant en tout cas que le tirage au sort soit couplé à la rotation rapide des fonctions. Chacun a ainsi la même chance d'accéder à des fonctions délibératives et à des charges décisionnelles. Et ce n'est que lorsque le groupe est large que le tirage au sort a une signification démocratique. Cependant, il me semble préférable de délaisser tout essentialisme, comme on le retrouve trop souvent dans les travaux de théorie politique, et de reconstruire, à côté de cette logique d'autogouvernement, d'autres logiques idéales typiques de recours au tirage au sort en politique. Et dans cette optique, une deuxième grande signification de la sélection aléatoire vient immédiatement à l'esprit. Le tirage au sort peut en effet être interprété dans une perspective religieuse ou surnaturelle, comme un signe d'élection divine. Les humains doivent suivre, pour gérer leurs affaires communes, une volonté ou la marque d'un destin qu'ils ne sont pas en mesure de connaître autrement. La meilleure illustration se trouve sans doute dans la Bible. Le premier livre de Samuel raconte ainsi comment le prophète Samuel rencontra Saül, un jeune homme beau, jeune, fort, mais sans importance sociale particulière, qui erra à la recherche de ses ânes qu'il avait perdus, et comment Samuel annonça à Saül que Yahvé l'avait choisi pour devenir roi d'Israël. Samuel convoqua le peuple, le morigéna pour avoir oublié Dieu, lui demanda de se présenter devant lui par tribus et par clans, et la Bible continue ainsi, je cite, « Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée par le sort. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta encore Yahvé, et Yahvé dit « Le voici caché parmi les bagages. » On courut l'y prendre, il se présenta au milieu du peuple, de l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le peuple, et Samuel dit à tout le peuple « Avez-vous vu celui qu'a choisi Yahvé? Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. » Et tout le peuple s'écria « Vive le roi !» Nous avons déjà vu que cette logique religieuse ne devait pas être plaquée mécaniquement sur les usages exclusivement politiques et sans dimension religieuse du tirage au sort. Et Thomas d'Aquin est le premier qui établit conceptuellement une distinction rigoureuse entre usage politique et usage religieux du sort dans un petit traité appelé Les Sorts, 1270-71, et dans une section sur la divination de la Somme théologique. L'objectif de Thomas d'Aquin était de donner un fondement théologique à la condamnation des pratiques divinatoires par l'Église, mais aussi à l'interdiction du tirage au sort à l'intérieur de l'Église qui avait été promulguée quelques décennies auparavant par le pape, tout en prenant acte de la diffusion de cette pratique dans les communes italiennes à l'intérieur desquelles il vivait. Thomas d'Aquin distingue pour ce faire trois types de recours au sort que je vais présenter en ordre inverse de celui qu'il a choisi. Le premier, appelé sort divinatoire, consiste à solliciter indûment le jugement de Dieu en recourant à des techniques de divination. Il est strictement à prohiber, car il ne peut qu'entraîner un pacte avec les démons, ou en tout cas laisser les démons s'immiscer dans les affaires humaines. Un deuxième type de sort, que Thomas d'Aquin appelle le sort consultatif, est lui aussi autorisé. Il implique de laisser la décision au pur hasard lorsqu'on ne sait quel parti prendre, quel chemin dois-je prendre, après avoir épuisé ses capacités de raisonnement, mais seul le hasard intervient et non pas Dieu. Le troisième type de sort, que Thomas d'Aquin appelle le sort distributif, est le plus légitime. Il intervient dans les affaires mondaines, lorsque l'on ne sait comment procéder autrement pour partager des biens ou pour répartir des fonctions. Depuis le moment où l'Église s'est constituée en institution, il est interdit d'y recourir au sein de l'Église, car ce serait faire injure à l'Esprit Saint et à la sagesse dont il a doté ses clercs. Et dans le cas de l'Église, il faut recourir à la hiérarchie pour trancher et non pas au sort. Cette troisième
Ce troisième type de sort fait ressortir une troisième grande logique du recours à la sélection aléatoire que Thomas d'Aquin distingue de façon véhémente de la logique religieuse et qui, pour autant, n'a pas une signification d'autogouvernement. C'est une logique qui consiste à utiliser le tirage au sort comme une méthode impartiale de résolution des conflits permettant d'atteindre un consensus. La sélection aléatoire peut alors diminuer les passions déchaînées par l'accès à des charges qui sont désirables ou, à l'inverse, par le fait de désigner des personnes qui vont occuper des rôles indésirables. On recourait par exemple au sort à Rome pour décimer les légions quand elles avaient subi une défaite particulièrement humiliante. La Bible donne sans doute encore l'un des témoignages les plus anciens de cette logique d'impartialité et de recherche de consensus en rapportant un proverbe populaire attribué à Salomon, je cite, « Le sort met fin aux querelles et décide entre les puissants ». Il faut d'ailleurs noter que c'est relativement à cette fonction de résolution pacifique des conflits que l'on retrouve un détail de la procédure de sélection aléatoire qui est extrêmement répandu dans l'histoire. C'est, de façon procédurale, celui qui est le plus répandu. Ce détail consiste à demander à un enfant d'effectuer le tirage au sort. Cette manière de faire n'est pas universelle, mais elle est si diffusée que qu'on pourrait presque l'assimiler à un pathos formel, pour reprendre le concept de l'historien de l'art Aby Warburg. On la retrouve attestée dès l'époque romaine, vers la fin de la République. On la retrouve lors de l'élection au Ve siècle après Jésus-Christ de l'évêque d'Orléans. Elle réapparaît dans beaucoup de communes italiennes. Rappelez-vous l'exemple de Venise, qui est le plus célèbre. Parfois, d'ailleurs, on remplaçait l'enfant par un ecclésiastique en Italie. Sous l'influence probable de Venise, la pratique va trouver une diffusion extraordinaire. On va la retrouver en Aragon et en Castille du XIVe au XVIIIe. On va la retrouver à Great Yarmouth en Angleterre dans une procédure qui consistait à sélectionner de façon aléatoire une commission électorale qui resta en vigueur de 1491 à 1835. L'enfant intervient aussi à partir de 1640 pour tirer au sort les magistrats dans la Landesgemeinde, l'Assemblée générale des citoyens évangéliques de Glaris en Suisse. Il est présent en 1731 en Caroline du Sud lorsque cet État américain décide d'institutionnaliser le tirage au sort pour les jurys populaires. Et en France, au moins dès la fin du XVIe siècle, on retrouve l'enfant sous la forme parodique du tirage du roi de la galette, une coutume que certains d'entre vous ont sans doute pratiquée encore, mettant l'enfant sous la table pour tirer les rois dans l'Épiphanie de 2012. Dans les jurys populaires, cependant, une quatrième logique intervient également. C'est Hegel qui l'a le mieux exprimé. Le moment du jugement pénal qui revient au juré, la connaissance du cas dans sa singularité immédiate, constitue, dit Hegel, une connaissance qui est à la portée de tout homme cultivé. Elle est donc accessible aux profanes. Reposons moins sur des preuves logiques rigoureuses que sur la conviction subjective de la conscience, la qualification de l'acte et le constat du fait, qui appartient au juré, ne relève pas de l'universalité. La participation au jury permet aux membres de la société civile de connaître le droit, de le pratiquer, de s'en réclamer, d'être jugés par des pairs plutôt que d'être placés, dit Hegel, sous la tutelle de l'ordre des juges et réduits à une sorte de servage vis-à-vis d'eux. Mais il est exclu que les profanes prennent des décisions sur le plan objectif, celui de la loi, celui que les républicains français nomment avec un autre vocabulaire, celui de l'intérêt général. Le tirage au sort peut, dans cette perspective, être compris comme assurant le pouvoir sur tous de tout un chacun, c'est-à-dire par des individus qui sont interchangeables dans la mesure où ils n'ont recours qu'à leur bon sens. Là encore, la façon de définir qui est tout un chacun peut changer. Dans les versions élitistes, seules les personnes réputées cultivées ont suffisamment de bon sens pour être tirées parmi les jurés. Dans une version démocratique, tous les individus normaux peuvent faire usage de leur sens commun, et il faut donc procéder à la sélection aléatoire parmi tous les citoyens. C'est ce que demandera en permanence la gauche pour les jurys d'assises en France tout au long du XIXe siècle.
Troisième partie. Jusqu'à la modernité, on voit que l'on retrouve ainsi ce trait, l'expérience politique au sens large de ce mot, c'est-à-dire la discussion sur les choses de la cité, pas simplement la compétition pour le pouvoir, joue rarement sur une seule procédure. Très souvent, tirage au sort et élection sont combinés, et finalement la polarisation moderne sur un seul mode, l'élection, représente, de ce point de vue, plutôt une exception historique. Et la question en Occident. Et la question est de savoir pourquoi le tirage au sort a disparu de la scène politique avec les révolutions modernes. Elle a été, pour la première fois, posée par Bernard Manin dans un remarquable ouvrage, Principes du gouvernement représentatif, en 1995. La réponse de Manin s'appuyait sur deux éléments. D'une part, et fondamentalement, les pères fondateurs des républiques modernes ne voulaient pas de démocratie, mais une aristocratie élective. Et il était donc logique qu'ils rejettent le tirage au sort. On se rappelle les propos célèbres de Madison. Aux États-Unis, l'élection aurait pour effet, je cite, d'épurer et d'élargir les vues du public en les faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est la mieux à même de discerner le véritable intérêt de leur pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront le moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations temporaires et partiales. L'abbé Sieyès, figure marquante de la Constituante française, soulignait quant à lui que les citoyens, je cite de nouveau, nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Donc volonté de distinguer les gouvernants des gouvernés, donc on ne tire pas au sort, on élit. D'autre part, disait Manin, la théorie du consentement, fortement enracinée dans les théories du droit naturel, s'était diffusée à tel point qu'il semblait difficile de légitimer une autorité politique qui ne soit pas formellement approuvée par les citoyens. Ces deux arguments sont importants, mais ils ne peuvent à eux seuls épuiser l'explication. En particulier, ils ne permettent pas de comprendre pourquoi des courants minoritaires, mais conséquents, qui militaient pour une ressemblance entre gouvernants et gouvernés, pour une représentation miroir, ne revendiquèrent pas l'usage du tirage au sort en politique. Le raisonnement microcosmique, fondé sur l'idée que la représentation politique doit être un miroir de ce qu'est le peuple, fut en effet régulièrement invoqué. John Adams, aux États-Unis, écrivait par exemple que le législatif, je cite, doit être l'exact portrait en miniature du peuple dans son ensemble. Et cependant, c'est vers des petites circonscriptions que les antifédéralistes aux États-Unis se tournèrent et non pas vers le tirage au sort. Une autre voie passait par une représentation séparée des différents groupes sociaux sur un mode corporatiste. Un groupe de femmes avança ainsi dans le cadre des États généraux de 89 que, je cite, de même qu'un noble ne peut représenter un plébéien et que ce dernier ne peut représenter un noble, de même un noble, tout honnête qu'il soit, ne peut représenter une femme. Entre les représentants et les représentés, il doit y avoir une identité d'intérêt absolue. Et Mirabeau avançait peu avant que l'Assemblée doit être, je cite, pour la nation, ce qui est une carte réduite pour son étendue physique, soit en partie, soit en grand, la copie doit toujours avoir les mêmes proportions que l'original. Au XIXe, le constat du monopole de fait des classes privilégiées sur la représentation amena le mouvement ouvrier à revendiquer une représentation spécifique de la classe ouvrière. Pierre Rosanvallon, dans plusieurs de ses livres, en a parlé. Pourquoi le tirage au sort, qui pourtant était pratiqué dans le mouvement ouvrier, par exemple en 1848, n'a jamais été proposé à l'échelle nationale? Pour expliquer cette énigme, il faut abandonner le ciel des idées politiques pures et s'intéresser à la façon dont ces idées se matérialisent à travers des techniques de gouvernement, des outils, des dispositifs. La notion d'échantillon représentatif nous est familière. Nous avons été rendus réceptifs par des décennies de son usage dans les sondages ou les statistiques. C'est dans cette mesure qu'il peut sembler, comme le dit un philosophe anglais, tout à fait rationnel de considérer la sélection aléatoire comme l'un des moyens au service d'une représentation descriptive, d'une représentation miroir qui fasse ressembler les tirés au sort et la population parmi laquelle on tire les personnes au sort. Cependant, cette notion d'échantillon représentatif fut inventée seulement à la fin du XIXe siècle. Il ne pouvait y avoir de relation entre tirage au sort et représentation miroir ou descriptive à Athènes ou à Florence. Car l'idée que la sélection aléatoire mène statistiquement à un échantillon qui possède les mêmes caractéristiques que l'ensemble de départ n'était pas disponible.
L'impossibilité de recourir à ce concept statistique d'échantillon représentatif, alors même que le calcul de probabilité était assez répandu au moment des révolutions modernes, rendait impossible, ou semblait rendre impossible, l'usage du tirage au sort dans les démocraties modernes. Leur taille rappelait à l'envi la presque totalité des auteurs de l'époque, était incomparable avec celle des démocraties anciennes. Tirer au sort aurait, dans ce cadre, abouti à donner arbitrairement le pouvoir à certains au détriment d'autres, sans qu'une logique particulière, et en tout cas pas une logique de succession de chacun à tour de rôle au gouvernement, puisse être suivie. Et du coup, le tirage au sort, comme l'Assemblée, était finalement rejeté dans le passé des petites démocraties anciennes. En l'absence de la notion d'échantillon représentatif, les tenants d'une représentation miroir étaient du coup condamnés à choisir d'autres outils que la sélection aléatoire pour faire progresser leurs idéaux. Inversement, aujourd'hui, la signification actuelle du retour du tirage au sort est intrinsèquement liée à cette notion d'échantillon représentatif. Plutôt que de permettre à chacun d'être tour à tour gouvernant et gouverné, comme à Athènes, l'échantillon représentatif rend possible la constitution d'un mini-public, d'une opinion publique contrefactuelle, qui va se différencier des représentants élus, mais aussi de l'opinion publique du grand nombre. John Adams, au moment de la Révolution américaine, pouvait réclamer que les représentants pensent, ressentent, raisonnent, agissent comme le peuple. Pour les théoriciens de la démocratie délibérative contemporaine, qui favorise beaucoup ces mini-publics tirés au sort, la similarité statistique entre les représentants descriptifs du peuple et le peuple n'est qu'un point de départ. Là, le mini-public, une fois qu'il a délibéré, est censé avoir changé d'opinion. C'est même un tel changement qui est attendu comme signe d'un débat de qualité. C'est clairement perceptible lorsque James Fishkin, un auteur américain, un politologue américain, présente la logique du sondage délibératif, un instrument qu'il a inventé. Je le cite. « Prenez un échantillon national représentatif de l'électorat et rassemblez ces personnes venues de tout le pays en un même lieu. Plongez cet échantillon dans le thème en question, avec un matériel informatif soigneusement équilibré, avec des discussions intensives en petits groupes, avec la possibilité d'auditionner des experts et des responsables politiques ayant des opinions opposées. À l'issue de plusieurs jours de travail en face à face, sondez les participants de façon détaillée. Le résultat offre une représentation du jugement éclairé du public. L'objectif est de se démarquer de la logique épistémologique des sondages classiques, ceux que vous connaissez, alors que ceux-ci ne représentent qu'une agrégation statistique d'impressions vagues, formées la plupart du temps sans connaître réellement les arguments contradictoires en compétition. Les sondages délibératifs vont permettre de savoir ce que le public penserait s'il avait véritablement l'opportunité d'étudier le sujet débattu. Les expériences contemporaines se singularisent donc en ce qu'elles pensent d'abord le tirage au sort comme un moyen de sélectionner un échantillon représentatif de la population, une sorte de microcosme de la cité. Une telle conception ne s'est développée que tardivement dans l'histoire, et elle désigne une cinquième logique d'utilisation du tirage au sort politique, aux côtés de l'autogouvernement, de la logique religieuse, de l'impartialité et du pouvoir de tout un chacun. Donc c'est la logique du mini-public délibératif. Si certains des idéaux classiques, tels que l'égalité de tous les citoyens devant la sélection aléatoire, ou l'idée que chacun peut apporter une contribution utile à la résolution des problèmes publics, se retrouvent dans ces expérimentations actuelles, un écart énorme existe entre l'autogouvernement républicain classique, où chacun est tour à tour gouvernant et gouverné, et la démocratie délibérative fondée sur les mini-publics. Et le recours à l'échantillon représentatif constitue, de ce point de vue, une ligne de partage des sceaux. Dans un livre magistral, le philosophe des sciences Ian Hacking, qui était professeur ici, a de façon imagée décrit comment une domestication du hasard a été permise par la
le calcul des probabilités à partir du moment où les acteurs s'en sont progressivement saisis pour l'utiliser comme un outil dans des pratiques scientifiques, administratives et commerciales. En étendant ce raisonnement, il est possible d'affirmer que le calcul de probabilité, ou plus exactement sa déclinaison dans la notion d'échantillon représentatif, a permis, à partir des années 1970, une domestication du hasard sous la forme de mini-publics délibératifs. Mais si on se place du point de vue des démocrates ou des tenants du Parti populaire du passé, qui mirent en place, les premiers, la sélection aléatoire des magistratures, ou qui la défendirent, quelle pouvait bien être la rationalité de celle-ci? À l'époque où le calcul des probabilités était inconnu, les Grecs ou les Florentins ne pouvaient savoir scientifiquement que tirer au sort revenait à donner une chance égale, mathématiquement, à tous. Ils avaient cependant une claire intuition pragmatique, pratique, de l'égalisation radicale qu'impliquait cette procédure et du fait qu'y avoir recours parmi tous les citoyens avait des conséquences démocratiques fortes et impliquait de les penser symboliquement comme égaux, méritant également d'être désignés pour gouverner. Dans cette perspective, le recours à la sélection aléatoire avait une signification laïque. La sélection aléatoire était partie prenante d'un processus de rationalisation politique, comme je l'ai dit, qui impliquait de compenser politiquement les inégalités que la fortune introduisait dans le monde social. L'une des meilleures explications en a été fournie par Guicciardini, à l'époque de Machiavel, lorsqu'il a reconstruit les débats du Grand Conseil florentin dans les années 1490. Une extraordinaire tirade du porte-parole du Parti populaire, défendant le recours au tirage au sort, la résume parfaitement. Je cite, « Il convient que tous les citoyens participent aux honneurs et aux bénéfices que peut procurer cette République. S'ils n'étaient pas répartis de façon universelle, ce serait comme si une partie de la cité dominait sans partage et que l'autre était réduite en esclavage. Les tenants de l'élection affirment que celle-ci sélectionne pour les offices les personnes les plus choisies, car il semble que ceux en faveur desquels se tourne le jugement d'un plus grand nombre aient davantage de mérite. Le problème naît simplement du fait qu'il y a une sorte d'hommes qui ont été favorisés au jeu de dés de la vie, qui ont raflé toute la mise et qui pensent que l'État leur appartient, parce qu'ils sont plus riches, qu'ils sont considérés comme plus nobles, ou qu'ils ont hérité de la réputation de leurs pères et de leurs aïeux. Et nous, qui avons été défavorisés au jeu de dés de la vie, nous ne mériterions pas ces dignités. Pourtant, nous sommes citoyens et membres du Conseil comme eux, et le fait d'avoir plus de biens, plus de parents renommés, et d'avoir eu une meilleure fortune dans la vie ne fait pas qu'ils soient plus citoyens que nous. Quant à la question de savoir qui est le plus apte à gouverner, nous avons autant d'esprit et de sentiments qu'eux, nous avons une langue, tout comme eux, et si nous manquons peut-être par rapport à eux de désir et de passion, ce sont là des facteurs qui corrompent le jugement. Et on comprend mieux pourquoi cette forme de rationalisation favorisa, ou en tout cas fut au moins compatible durant des siècles, à Athènes, d'une autre manière à Florence, avec une inventivité extraordinaire qui se manifesta dans de nombreux domaines. En politique, la première domestication du hasard intervint bien avant le calcul de probabilité. Elle fut pragmatique, et ce n'est qu'au cours du XXe siècle qu'une seconde domestication du hasard, scientifique tout autant que pragmatique, fut rendue possible. Pour conclure, dans une période historique où le suffrage universel a abouti à ce que la presque totalité des adultes puissent légalement participer à la politique, il est intéressant de constater le retour sur la scène de procédures où s'expérimente de nouveau le tirage au sort, appuyé à chaque fois sur la notion d'échantillon représentatif. Quelles sont les sources de légitimité sur lesquelles ces dispositifs sont susceptibles de s'appuyer? Quels sont, à l'inverse, les principaux défis auxquels ils sont confrontés? Les mini-publics tirés au sort ne peuvent à l'évidence reposer ni sur la légitimité du nombre, ni sur celle du savoir expert. Cependant, l'expérience historique et la réflexion philosophique nous montrent qu'ils peuvent revendiquer plusieurs types de légitimité. D'une part, premier type, les dispositifs contemporains sont mis en place pour favoriser une discussion éclairée
et l'un de leurs présupposés est que celle-ci peut mener à des résultats raisonnables. Les enquêtes empiriques tentent à corroborer ce résultat. C'est dans cette mesure que l'opinion publique contrefactuelle des mini-publics peut être plus raisonnable que celle des masses. Cette opinion publique éclairée peut, à son tour, influer sur le débat public. Dans un contexte où l'insatisfaction par rapport au système politique et institutionnel est largement partagée, ils peuvent contrebalancer la politique spectacle et l'autonomisation de la classe politique. Ils peuvent promouvoir ou favoriser une meilleure communication entre décideurs et citoyens, une délibération de qualité impliquant des citoyens ordinaires, une démocratie délibérative, comme le disent les théoriciens anglo-saxons. En outre, deuxième légitimité, ces dispositifs qui rassemblent des citoyens ordinaires peuvent avoir des avantages par rapport à la classe politique et au comité d'experts. L'un des arguments les plus courants est qu'une bonne délibération doit inclure des points de vue divers, de telle sorte que la gamme des arguments envisagés et que la discussion soit plus inclusive. Dans cette perspective, les mini-publics tirés au sort ont l'avantage d'être socialement et donc épistémologiquement plus riches, porter plus d'expérience sociale que les comités formés exclusivement par des experts ou des responsables politiques, mais aussi que les publics participatifs recrutés simplement sur la base du volontariat ou que la société civile organisée. Ils peuvent ainsi apporter des points de vue importants dans un monde dont la complexité va croissant. Le troisième argument s'inscrit dans une perspective démocratique radicale. Certains défenseurs du gouvernement représentatif avancent parfois que le meilleur système politique serait peut-être une vraie démocratie fondée sur l'autogouvernement du peuple, mais puisqu'elle est impossible dans les États de masse modernes, le gouvernement représentatif représente la moins mauvaise option possible aujourd'hui. Il serait possible de soutenir que, dans les démocraties modernes, la solution la moins mauvaise est de substituer le peuple s'autogouvernant, ou au moins de l'épauler, par des mini-publics tirés au sort. De tels dispositifs affirment notamment une valeur démocratique fondamentale, celle de l'égalité, puisque chaque citoyen a, avec eux, l'égale chance de participer à la décision ou à la délibération publique, et que la composition sociale du peuple dans sa diversité est mieux respectée. Un quatrième argument en faveur des mini-publics tirés au sort, plus consensuels, repose sur leur impartialité. D'une certaine manière, c'est peut-être l'argument le plus historique. Les élus, les experts, les intérêts organisés tendent le plus souvent à défendre des intérêts, au moins aussi des intérêts particuliers. À l'inverse, la sélection aléatoire tend à recruter des personnes non partisanes, sans intérêt de carrière à défendre, et les règles délibératives procédurales poussent à formuler un jugement tendu vers le bien commun. Cela est fondamental notamment pour traiter des enjeux de long terme, comme la préservation des équilibres écologiques et les conditions de vie des générations futures, ou des questions portant sur les règles du jeu politique, comme des questions institutionnelles ou électorales. Je voudrais cependant énumérer, sans les développer, quelques-uns des défis auxquels ces dispositifs sont confrontés. Le premier est de parvenir à répartir égalitairement la parole dans un groupe socialement hétérogène, alors que certains sont plus habitués à parler en public que d'autres. La qualité procédurale des mini-publics tirés au sort minimise les asymétries. Il faut avoir vu sociologiquement des personnes peu habituées à prendre la parole d'un seul coup se révéler pour comprendre cette dynamique, mais c'est toujours un travail et l'égalité n'est jamais parfaite. Deuxième défi, les effets de la délibération sur les individus. Dans les théories philosophiques, on postule que la discussion va mener à un échange d'arguments où les uns et les autres vont se convaincre réciproquement. Et en même temps, ce postulat est difficilement démontrable empiriquement, et les psychologues ont même montré, en laboratoire, que la discussion pouvait conduire à la polarisation des opinions. Alors, ce constat des psychologues n'est pas vraiment corroboré par les enquêtes sociologiques, mais même si le nombre de travaux se multiplie sur la question, les effets précis de la délibération dans les mini-publics sur l'opinion individuelle des individus qui participent n'est pas clair. Troisième défi, le caractère public ou non de la délibération. Un grand nombre de ces dispositifs ne sont pas publics ou ne sont que très partiellement publics.
Dans un autre contexte, John Elster a justifié le huis clos en avançant que la publicité pousse les interlocuteurs à rigidifier leur position, à déployer des arguments rhétoriques, à avancer moins d'arguments objectifs. Alors que dans d'autres perspectives, kantiennes ou habermasiennes, la publicité est au contraire une pression qui pousse chacun à parler au nom de l'intérêt général. En tout état de cause, la non-publicité de nombre de ces dispositifs représente un inconvénient majeur, celui d'empêcher le dispositif de toucher le grand nombre. En outre, quatrième point, la question de la responsabilité des citoyens tirés au sort se pose fortement dans ces nouveaux dispositifs. À Athènes, lorsqu'on était tiré au sort, on devait rendre des comptes de ce que l'on faisait. Les élus ne respectent pas toujours leurs promesses électorales, loin de là, mais ils sont responsables devant leurs électeurs s'ils souhaitent être réélus. Devant qui les jurés sont-ils responsables? Cinquième défi. Le cinquième défi découle de la nature même du projet de s'appuyer sur un échantillon représentatif de citoyens qui délibèrent sur les choses de la cité. Le mini-public va aboutir à une opinion publique, comme nous l'avons vu, contrefactuelle, mieux informée, mais qui du coup peut diverger de l'opinion publique des masses, telle qu'elle se construit dans la vie politique réelle. Et la façon dont les recommandations de ces mini-publics sont reçues dans l'espace public de masse, dans plusieurs de ces expériences phares, montre amplement que ce défi est loin d'être un défi mineur. Comment réconcilier les deux? Dernier défi, qui est peut-être le plus important, c'est de savoir comment ces mini-publics pourraient avoir de vraies incidences sur le monde. Les dispositifs qui reposent sur le tirage au sort impliquent que se rassemblent des citoyens qui sont désencastrés de leurs liens sociaux préalables, qui sont mis artificiellement en présence. Tant que leur convocation dépend seulement du bon vouloir des autorités publiques, il est improbable qu'ils puissent subvertir vraiment les structures de pouvoir. Pour imposer des transformations dans un monde où les résistances structurelles des intérêts dominants sont énormes, l'argumentation purement rationnelle sur laquelle ils reposent apparaît d'ailleurs sociologiquement bien froide et bien insuffisante. Je voudrais, en conclusion, mentionner l'une des expériences les plus significatives de réutilisation du tirage au sort de la dernière décennie, celle de l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique en 2004. Elle s'était vue confier la mission de proposer une réforme du mode de scrutin de cette province canadienne. Le gouvernement avait jugé qu'il était préférable de ne pas confier au parti la réforme de la loi électorale, car il y aurait eu en quelque sorte conflit d'intérêts. Après un an de travail, l'Assemblée citoyenne, tirée au sort, proposa une nouvelle loi électorale qui fut soumise à l'Assemblée législative, qui la proposa telle quelle à référendum. Gordon Gibson, le conseiller du Premier ministre et le créateur de l'Assemblée, justifia cette innovation de la façon suivante, je cite. « Nous sommes en train d'introduire de nouveaux éléments aux côtés de la démocratie représentative et de la démocratie directe. Ces nouveaux éléments diffèrent dans le détail, mais ils ont une chose en commun. Ils apportent à l'ensemble un nouveau type de représentants, différent de ceux que nous élisons. À l'heure actuelle, les deux voies permettant la prise de décision, la démocratie représentative et la démocratie directe, sont profondément influencées, voire sous la coupe, d'experts et d'intérêts particuliers. L'idée de démocratie délibérative est essentielle pour faire entrer en lice l'intérêt public, porté par des panels de citoyens tirés au sort. Les représentants traditionnels, que nous élisons, sont choisis à travers un consensus majoritaire, pour une période de temps longue, en tant que professionnels, avec une compétence légale illimitée pour agir en notre nom. Le nouveau type de représentants dont nous parlons sont choisis au hasard, pour une courte période, en tant que citoyens ordinaires et pour des tâches spécifiques et limitées. Il me semble que cette citation vient nous rappeler que l'expérience démocratique moderne ne se réduit pas au gouvernement représentatif, pour autant que l'on entende le gouvernement représentatif au sens restreint de l'élection régulière de gouvernants qui ont, une fois élus, des compétences illimitées pour parler en notre nom et décider en notre nom jusqu'au prochain tour électoral. Comme Pierre Rosanvallon
l'a bien montré dans ses livres, les démocraties modernes ont toujours contenu différentes voies par lesquelles la légitimité démocratique s'est affirmée. Et l'on peut penser qu'aujourd'hui, nous constatons une nouvelle pluralisation des voies de la légitimité démocratique. L'intérêt d'expériences comme celle de l'Islande ou de la Colombie-Britannique est d'insérer le recours au tirage au sort de mini-publics comme l'une des voies potentielles de la pluralisation de la légitimité démocratique et de la représentation politique. Il n'est pas impossible que le tirage au sort devienne de nouveau, au XXIe siècle, comme dans la majorité des expériences démocratiques et républicaines occidentales de l'histoire, avant les révolutions du XVIIIe siècle, donc il se voit associé dans une proportion non négligeable à l'élection, dans une nouvelle phase d'expérimentation démocratique. Le tirage au sort ne sera, en tout état de cause, pas ou plus une alternative globale au système représentatif. Il ne pourra pas prendre tout seul, mais ces expériences que j'ai évoquées brièvement pourraient constituer un modèle. Pensez à la différence entre l'expérience islandaise et l'expérience ou le contre-modèle grec aujourd'hui pour illustrer les potentialités d'un tel modèle. En tout état de cause, pensons à l'expérience plus récente. Entre le XIXe siècle et le XXe siècle, l'émergence des partis politiques de masse a complètement bouleversé la façon dont la politique a été menée, alors même que institutionnellement ou constitutionnellement, il n'y eut pas forcément d'innovation fondamentale. Aujourd'hui, nous assistons à la fin des partis de masse. Il y aura toujours, en tout cas pour un temps prévisible, des partis pour sélectionner le personnel politique, mais le canal de communication et d'intégration des masses à l'intérieur du système politique qu'ont pu constituer au XXe siècle les partis politiques de masse est une période révolue et il ne sert à rien de songer à un retour nostalgique à l'ère du gaullisme ou du Parti communiste. Les transformations sociales extrêmement profondes de nos sociétés, pensez aux réseaux sociaux, constituent des vagues de fonds qui, par ailleurs, appellent à un renouvellement de fond de la politique. Et devant l'ampleur des défis socio-économiques dans lesquels nous sommes plongés aujourd'hui et de leurs incertitudes, devant l'ampleur de la crise écologique, devant l'immense discrédit qui frappe la politique institutionnelle aujourd'hui, il faut soutenir la thèse selon laquelle la politique au XXIe siècle sera profondément différente de la politique au XXe siècle. Et que dans cette perspective, le tirage au sort pourrait être une des voies, évidemment, n'est pas forcément la plus probable, ni encore moins garantie, de renouvellement de la politique. Elle pourrait, la sélection aléatoire pourrait de nouveau entrer en jeu dans la politique et participer d'une nouvelle phase d'expérimentation démocratique. En tout état de cause, il me semble que le statu quo actuel n'est ni réaliste ni souhaitable. Je vous remercie. Merci de ce bel exposé qui a fait le lien entre des réflexions théoriques, des analyses historiques et les questions contemporaines. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette idée fondamentale qu'on ne peut pas concevoir que la procédure électorale soit en quelque sorte la seule vérité et le résumé de la démocratie. Car effectivement, on voit bien que dans l'élection se superposent quantité de dimensions. L'élection, elle a une dimension de procédure de nomination ou de sélection, mais elle est aussi une procédure de légitimation, elle est aussi une modalité de représentation, elle est aussi la formulation d'une ambition de participation, et de participation égale pour tous, et en outre, elle a
on lui prête une autre vertu, c'est sa capacité à déterminer les formes de l'intérêt général ou de la volonté générale. Or, effectivement, on voit bien que ces différents éléments ne peuvent pas être tous garantis et mis en œuvre par la seule procédure de l'élection. Et ce qui est très intéressant dans l'exposé que nous venons d'entendre, c'est que revenir à une histoire du tirage au sort nous invite à déconstruire ces différents éléments. Nous invite complètement à déconstruire ces différents éléments pour nous rappeler d'abord que derrière l'idée de sélection ou l'idée de nomination, eh bien, on peut la concevoir de façon très différente. On peut la concevoir comme ayant pour but de produire une qualité de distinction ou au contraire de produire une qualité, je dirais, de non-distinction, c'est-à-dire de désigner le quelconque. Et on voit bien, là, effectivement, que ce qui oppose l'élection et le tirage au sort, c'est que le tirage au sort, a priori, a une capacité de déterminer le quelconque plus forte, alors que l'élection a une capacité de déterminer la distinction plus forte. D'où le fait que l'on dit que le tirage au sort est proche de la démocratie, par la démocratie, c'est valoriser le quelconque, alors que l'élection sera valoriser le distingué. Donc on voit bien là qu'il y a, et ça dès l'Antiquité, cette distinction. Mais en même temps, ça n'est pas simplement la modalité de désignation, c'est en même temps les qualités de celui qui est désigné. Et donc voir qu'une seule procédure peut à la fois servir à désigner, c'est-à-dire à sélectionner, et ensuite à déterminer des qualités, ça n'a absolument rien d'évident que ce soit la même procédure. Et ça, je crois qu'effectivement, l'histoire du tirage au sort le montre de façon tout à fait éclatante. L'histoire du tirage au sort dont vous nous avez rapporté les grandes lignes montre aussi de façon absolument éclatante, c'est que le tirage au sort n'était pas, comme l'élection, une procédure qui nouait toutes les dimensions du politique, mais qui visait au contraire à les décomposer. Et à Athènes, beaucoup de spécialistes, et notamment Hansen a beaucoup insisté sur ce point, Mogens Hansen, sur le fait que l'attrait grec pour le tirage au sort était lié à une recherche d'empêcher la tyrannie. C'est-à-dire que le tirage au sort faisait que, à la fois, le pouvoir était supposé être moins désirable, et d'autre part, que le pouvoir, il était morcelé et recomposé en permanence. Donc le tirage au sort n'était pas simplement une procédure de sélection, c'était en même temps, de sélection des dirigeants, c'était en même temps qualifier une forme de pouvoir, et une forme de pouvoir mettant en place, pour simplifier, un pouvoir faible. C'est toute l'analyse de Hansen, en disant que le tirage au sort était conçu pour mettre en forme un pouvoir faible. Parce que d'abord, les charges au sort étaient nombreuses. Vous l'avez dit, elles n'étaient pas très souvent reproductibles. Il y avait un principe de rotation. On ne pouvait pas exercer plus de 2 fois, par exemple, le fait d'être membre de la boulée. Et donc, en diffusant le pouvoir, on le rendait plus faible. Et donc, de ce point de vue-là, le tirage au sort était, pourrait-on dire, une machine à éviter la tyrannie, à modérer le pouvoir d'une double façon. De cette façon-là, techniquement, et par le biais de l'idée qu'il réalisait la partialité. Donc c'était une double façon de modérer le pouvoir, et ça, effectivement, c'est l'étude du tirage au sort qui le montre très bien, que la question de la démocratie ne se joue pas simplement sur le mode de sélection, mais sur la nature du pouvoir que l'on met en place. Et ça, le tirage au sort le montre parfaitement. Et puis, il y a une dimension sur laquelle les spécialistes, notamment de la période archaïque en Grèce, les spécialistes de l'épopée ont bien montré, c'est que le tirage au sort a été au plus ancien lié à des formes de répartition. C'est-à-dire que le tirage au sort, c'est une technologie de répartition, une technologie pacifique de répartition, et notamment de répartition du butin. Donc, le tirage au sort a cette dimension que c'est une façon d'affirmer l'égalité, mais l'égalité sur un mode de la répartition.
et pas simplement sur le mode, je dirais, de la valeur de chacun. Car de ce point de vue-là, on pourrait dire que le tirage au sort est peut-être plus ambigu, dans la mesure où, à Athènes en tout cas, et dans les cités grecques, la citoyenneté étant vécue tout de même comme une forme de privilège. La citoyenneté était une forme d'égalité entre aristocrates, d'une certaine façon. Alors, cette définition d'aristocratie, je l'emploie là dans une vision presque tocquevillienne. Mais en tout cas, les citoyens avaient le sentiment d'être établis communément dans leurs différences par rapport au monde des femmes, par rapport au monde des métèques, ça c'était absolu, et des esclaves, bien sûr, c'était absolument clair. Même s'il y avait effectivement des grandes différences sociales, ces différences étaient en quelque sorte mises à l'écart quand on voyait cette triple différenciation qui était mise en place. Alors, il y a aussi une dimension que vous avez très bien mise en valeur, je trouve, c'est que, bien sûr, c'est la façon de prendre des décisions liées au tirage au sort qui a été considérée comme très importante. Mais c'est aussi que, presque toujours, l'idée du tirage au sort a été liée à l'idée de mettre en place des pouvoirs collégiaux. Bien sûr, vous avez cité l'exemple extraordinaire du mode de nomination à 9 degrés, avec le mélange de tirage au sort et d'élection du doge de Florence. Donc là, on a vu une espèce de pyramide extraordinaire qui arrivait au sommet. Mais très souvent, le tirage au sort a été lié à la fois dans l'Antiquité et dans la période contemporaine à la mise en place de corps collectifs. Et la supériorité du tirage au sort a été, notamment au XVIIIe siècle, théorisée de ce point de vue-là. C'est que le tirage au sort n'a pas simplement des qualités de discernement, c'est que le tirage au sort permet de mettre en place des organismes dont la collégialité est le signe de la supériorité. Et en matière, effectivement, des jurys populaires, la supériorité d'un jury populaire, c'est pas simplement qu'il est tiré au sort, mais c'est que le tirage au sort est lié à l'exercice collégial. Et c'est que cet exercice collégial qui était vu comme le garant d'une réduction des erreurs judiciaires. D'où d'ailleurs le débat très intéressant que vous avez esquissé au XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle sur le rapport entre tirage au sort des jurés et élection des juges. Parce que si on élit un juge, on élit un juge, et ce juge est le Jupiter tout-puissant. S'il y a tirage au sort d'un jury populaire, c'est une institution collégiale qu'on met en place. Et au XIXe siècle, il est très intéressant de voir que dans les rangs républicains, il y a eu une forte pression pour l'élection des juges contre les jurys populaires, en voulant favoriser l'élection des juges. C'est un des grands thèmes de Gambetta. Et puis finalement, les républicains ont renoncé à ce thème de l'élection des juges parce qu'ils ont craint qu'on élise trop de juges monarchistes, enfin dans la France de 1870. Mais c'était des arguments de pure opportunité politique qui les a fait caler sur cet argument-là. Et ils n'ont pas été, au moment où on a diminué le pouvoir des jurys populaires en correctionnalisant un certain nombre de choses à la fin du XIXe siècle, pour voir par exemple les délits de presse sous la restauration de la monarchie de Juillet, c'est la cour d'assises. Et donc, c'était mettre entre les mains de jurys populaires des choses très politiques. Alors qu'à la fin, au XIXe siècle, les républicains ont été dans le sens d'une réduction de la place des jurys populaires dans l'action de juger, notamment à travers le mouvement de correctionnalisation de tout un ensemble de délits. Et donc, ils voulaient à la fois correctionnaliser plus les délits, moins de place pour les jurys populaires, et dans l'idéal, ce qui ne s'est pas fait, et dans l'idéal, avoir des juges élus, ce qui était très différent. Vous avez également insisté, et c'est aussi un élément de déconstruction de la notion d'élection, sur le fait que la légitimité n'est pas simplement produite par la technique de nomination, mais que la légitimité, elle est également produite par la nature du gouvernement, la nature de ses décisions, et que le tirage au sort
oblige justement à compliquer la question de la légitimité. Et puis enfin, c'est le point sur lequel vous avez terminé, et c'est peut-être sur ce point qu'on peut avoir l'échange le plus long, sur la question de la représentativité. C'est que quelle est la technologie la plus adéquate à la représentation? Est-ce l'élection ou est-ce d'autre chose, le tirage au sort? Alors moi j'ai bien apprécié dans votre exposé que vous n'avez pas succombé à la tentation de démoniser l'élection pour avoir une vue angélique du tirage au sort, mais de montrer comment le tirage au sort peut rentrer, enfin des formes de tirage au sort peuvent rentrer dans le cadre, disons, d'une pluralisation ou d'une complication de la vie démocratique. Et cette complication de la vie démocratique voulant dire à la fois, bien sûr, compliquer les formes de nomination, de légitimation, de représentation, de participation qui sont en jeu. Et au fond, ce que nous apprennent le plus les historiens de l'Antiquité ou ceux de l'Italie communale que vous avez citée, sur laquelle vous avez particulièrement travaillé, c'était justement que l'on voyait la politique dans ses différentes dimensions et que dans la démocratie électorale, il y a eu la tentation de penser que toute la politique était, que l'élection était la procédure résumant parfaitement les différences dimension de la démocratie, et qu'au fond, en elle, notamment, si elle est une procédure de légitimation, c'est-à-dire d'autorisation, eh bien, elle n'a pas besoin de contre-pouvoir, ou elle n'a pas besoin d'impartialité, elle a simplement besoin de légitimité. Et le tirage au sort a laissé constamment, a invité à laisser constamment ouvertes toutes ces questions-là. Donc, pour cela, je trouve que le détour par le tirage au sort, même si l'on peut, et on va en discuter maintenant, considérer que les propositions pratiques qui sont faites sont sur un terrain bien limité, le détour intellectuel par l'histoire du tirage au sort et aussi la réflexion sur les débats et les théories du tirage au sort me semble pour cela extrêmement important comme possibilité, si je puis dire, justement, de déconstruire cette vision moniste de la démocratie électorale. Et d'ailleurs, on peut regretter que ça n'ait jamais été mené complètement de cette façon-là, notamment dans le cas français, où la vision moniste de la démocratie a très largement empêché le développement de cette vision, sauf dans le cadre judiciaire, puisque si on regarde pendant la Révolution française, les grandes discussions très riches sur le tirage au sort, c'est quand même en matière des jurés populaires et du rapport entre jurés populaires et élection des juges. C'est là qu'était le très grand débat. Et pour le reste, d'un certain point de vue, l'élection, elle était vécue différemment parce qu'il y avait une élection à 2 degrés pendant la Révolution française, mais l'idée était bien de mettre en place, de couronner un pouvoir. L'élection, c'est une façon de couronner le pouvoir, et non pas tellement une façon de le démocratiser au sens où nous l'entendons, nous aujourd'hui. Donc pour ça, je crois que c'est très important de lire les travaux sur le tirage au sort que vous avez vous-même développés, de lire les travaux que vous avez faits, parce que ça invite à cette prise de distance. Mais maintenant, je voudrais rentrer peut-être directement dans la réflexion sur, avant de voir la place que ça peut avoir dans les démocraties, la réflexion sur les questions de sondage délibératif et de représentation. Et là, j'ai beaucoup de perplexité, non pas sur ces techniques, mais sur la notion générale, justement, de représentativité. Parce que si Rousseau disait que le gouvernement représentatif appartient au Moyen-Âge, c'était pour dire que, justement, la notion même de représentation ne prend sens que dans la mesure où il y a une description de la société dans laquelle ces formes sociales et les institutions qui l'organisent se confondent. Puisqu'on peut dire que le monde corporatiste, c'est celui-là. C'est un monde dans lequel les formes sociales et les institutions organisatrices de la société se confondent. Or, tous ceux qui ont été les théoriciens
de la représentation microcosmique que vous avez citée tout à l'heure, que ce soit Adams, Mirabeau, voyez cette réduction, si je puis dire, à une échelle plus petite possible, parce que justement la société était conçue de façon organique. On pouvait la décrire simplement. Alors les seuls à avoir eu une autre vision, c'est ceux qui pensaient que la société n'était pas construite à partir de son contenu social, mais à partir des opinions. Parce que si la société est construite à partir des opinions, alors elle peut être décrite, mais différemment. C'est-à-dire qu'il faut, c'était la théorie des théoriciens de la représentation proportionnelle au début du XIXe siècle, disant qu'elle doit être constituée en groupes d'opinions homogènes. Et comment on arrive à constituer des groupes d'opinions homogènes? Eh bien, c'est justement autour de candidats qui agrègent en quelque sorte des préférences. Et à la fin, quand vous avez mentionné la démocratie des partis, c'est que la démocratie des partis, elle était un peu entre les deux mondes. Elle était entre le nouveau monde, si je puis dire, de l'opinion, et entre l'ancien monde des groupes sociaux. Parce que les partis ont été à la fois des partis d'opinion et des partis de groupes sociaux. Mais ça appartient à l'histoire. Comment aujourd'hui donner sens à l'idée d'échantillon représentatif? Voilà pour moi une grande question démocratique. Parce que bien sûr, si l'on regarde les sondeurs, que font les sondeurs? Ils vont faire des échantillons représentatifs. Mais qu'appellent-ils échantillon représentatif? Ils appellent un échantillon qui va tenir compte du sexe, de l'âge et de la profession. Bon, plus ou moins. Mais est-ce que ce sont les seuls critères pour représenter la société? Donc, moi, je suis un peu en situation d'interrogation sur cette notion d'échantillon représentatif. Avant de discuter les usages que vous avez mentionnés et qui sont très intéressants de ces échantillons représentatifs, comment reconstruire aujourd'hui cette notion d'échantillon représentatif qui me semble fuir par tous les bords, quoi. Parce que bien sûr, on peut toujours dire que la société est structurée par des âges. Oui, on peut dire que la société est toujours structurée par le sexe des personnes. Oui, ça c'est des critères très clairs. De même qu'on peut dire que les variables tenant aux groupes sociaux jouent une importance. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'au fond, la représentation, la notion même de représentation ne doit pas être enrichie en quelque sorte par rapport à ces visions platement, disons, sociologiques ou platement déductives? Vous qui avez beaucoup réfléchi à ces questions-là à partir justement de ces exemples récents, vous avez cité, vous avez beaucoup écrit sur le sujet toute la pratique des sondages délibératifs de Fishkin, ou c'est les différentes expériences que vous avez mentionnées. Comment vous voyez ce problème central à mes yeux de déterminer ce que veut dire un échantillon représentatif aujourd'hui? Alors, d'abord d'un point de vue technique, il y a deux manières d'arriver dans les sondages, mais aussi dans ces pratiques de démocratie délibérative et de constitution de mini-publics. Il y a deux manières d'arriver à un échantillon représentatif. Il y a une manière qui repose simplement sur la sélection aléatoire. Vous procédez purement au hasard. Les Allemands ont tendance à procéder de la sorte, mais en France, encore plus qu'aux États-Unis, on a tendance dans les instituts de sondage ou dans ces expériences à s'appuyer sur ce qu'on appelle le tirage au sort stratifié, corrigé par une méthode de quota. On veut avoir autant de femmes que d'hommes, et après on va tirer au sort, mais il faudra autant de femmes que d'hommes. On veut autant de jeunes qu'il y en a dans la population, etc., etc. Et du coup, la question se pose de la pertinence des critères par lesquels, avec cette méthode de quota, on va décider que c'est telle différence qui va être prise en compte et pas telle autre. Et il est tout à fait intéressant de voir que dans le monde anglo-saxon, par exemple, dans ces expériences délibératives, le critère social, les catégories socio-professionnelles, tend très souvent à être délaissé, au profit, par exemple, de critères ethniques ou de critères d'âge et de sexe. Donc, il y a effectivement une réflexion antérieure
à la pratique qui devrait être ouverte sur quels sont les critères qui permettent de penser la société dans laquelle nous vivons comme polarisée entre des groupes sociaux. Alors, à cette question-là, il est vrai que peu de tenants de la démocratie délibérative répondent. On peut penser que la théoricienne du politique Anne Phillips en Angleterre donne des éléments de réponse en disant qu'il faut penser la représentation à la fois en fonction d'une politique des idées et d'une politique de la présence. La politique des idées, c'est ce que vous avez appelé la représentation des opinions. Lorsqu'on discute politique, eh bien, il y a des opinions qui sont représentées et il est logique qu'elles aient des porte-paroles à l'intérieur des assemblées et au gouvernement. Mais, ajoute Anne Phillips, et elle tire en cela des leçons, disons, relativement banales d'un point de vue sociologique, d'un siècle de sociologie, notamment de sociologie électorale. La façon dont les personnes développent des opinions n'est pas indifférente à la place qu'elles occupent dans la société. Et donc, on va avoir une répartition de ces opinions différentes. Et lorsque le corps des représentants est monopolisé par un certain groupe social, alors il est probable que la discussion ne s'effectue pas de la même manière que s'il est pluriel. Pensez à une assemblée composée uniquement d'hommes et une assemblée paritaire entre hommes et femmes. Il est probable que des questions comme celle de la violence domestique n'y seront pas abordées de la même manière. Il est donc important, dit Anne Phillips, de combiner les deux politiques, la politique de la présence et la politique des opinions ou la politique des idées. Mais quelle est la politique de la présence qu'il convient de pousser en avant? Quels sont les critères sur lesquels constituer cet échantillon représentatif? Très souvent, les praticiens comme les théoriciens de ces expériences délibératives ont une vision positiviste de ces différences. Elles sont là, elles sont données, et on n'a pas à les discuter. Une manière différente de poser la question serait de dire, dans toute société, il y a des représentations sur les divisions sociales, les oppositions sociales qui font sens. L'opposition de classe, par exemple, était un des grands facteurs structurants de nos sociétés modernes. Elle est moins aujourd'hui, en tout cas dans les représentations, et en tout cas si on pense le concept de classe de façon un peu stricte. Et donc, de poser cette question de l'échantillon représentatif pourrait permettre aussi de poser la question des représentations pertinentes de ces oppositions sociales. Et il me semble que c'est une chose importante. Et puis, pour conclure là-dessus, l'idée est qu'ensuite, à l'intérieur d'un groupe, entre guillemets, représentatif, en fonction de ces critères que l'on a préalablement déterminés au cours, dans la meilleure des hypothèses, d'un débat public, eh bien, le groupe ainsi constitué peut revenir dessus et finalement produire d'autres visions, d'autres représentations de ce qu'est la société. Donc, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un point de départ, d'une certaine manière, ou plutôt une étape dans un processus plus large de production de la société dans le sens de ses représentations, de ses imaginaires. Je suis bien d'accord avec les thèses de la regrettée Anne Phillips dans son livre The Politics of Prisons. Mais elle, à ce moment-là, elle plaidait pour tous ceux qui étaient les oubliés de la représentation dans le système américain ou dans le système occidental, en disant il faut faire une place, bien sûr, aux femmes, faire une place aux minorités qui sont hors du système politique. Donc là, c'est un raisonnement, si je puis dire, par repérage de trous béants et de manque de représentation absolument évident. Mais il faut aller plus loin. Récemment, je voyais cette statistique disant qu'il y a chaque année 30% des Français qui vivent un événement structurant de leur vie. Un événement structurant positif ou négatif. Ça prenait en compte, ces 30% agrègent à la fois les gens, événements négatifs, une séparation, événements négatifs, perte d'un emploi, chômage, événements positifs ou événements neutres, un déménagement, et événements positifs, arrivée d'un enfant ou l'installation en couple.
cette façon de comprendre la société à partir, je dirais, d'événements forts qui arrivent aux gens amène à représenter des choses tout à fait différentes. On peut penser que quelqu'un qui, dans l'année, a un événement fort, va avoir des réactions, une vision du monde, des attentes qui vont être structurées en partie par la forme d'événements qui va réorganiser d'une manière ou d'une autre son existence. Et on voit bien que l'on pourrait développer à l'infini ce genre de constat. À partir du moment où on dit que la société est organisée, c'est, je dirais, la grande transition de la sociologie contemporaine. La société est organisée par des tensions, des contradictions, mais elle est organisée aussi par des histoires. Il est facile de résumer en quelque sorte les systèmes de tensions et de contradictions qui organisent la société. Mais si on veut la comprendre de façon plus historique, à travers justement les trajectoires, les bouleversements, les événements que vivent les individus, les épreuves qu'ils traversent, si on veut représenter toutes ces épreuves, tous ces moments-là, eh bien, on finit par constater que la notion de représentation se déconstruit complètement. Et que ça n'est plus une assemblée représentative qui peut être suffisante à ce moment-là, c'est simplement l'expression ou la prise de parole ou la force sociale donnée, la visibilité donnée à un certain nombre d'expériences et de situations. Donc là, est-ce que l'on n'est pas obligé de dire qu'à côté de ces expériences qui ont pour but, sur la base, je dirais, des échantillons représentatifs traditionnels, d'une manière ou d'une autre, de constituer des jurys citoyens, est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver des moyens d'avoir des formes d'expression sociale de ces histoires et de ces épreuves? Après tout, on voit bien, lorsqu'il y a une entreprise qui ferme ses portes, c'est assez souvent le cas actuellement, il y a une communauté d'épreuves qui existe et qui manifeste un problème, un souci, et qui ne peut pas exister sous la forme, je dirais, d'une assemblée représentative, mais sous la forme, je dirais, du poids social que l'on donne à une histoire déterminée. Donc, est-ce qu'à côté de ces échantillons représentatifs et des expériences d'assemblées fonctionnant de ce type-là, il ne faut pas aussi envisager d'autres types d'institutions, ou sinon d'institutions, du moins d'expression sociale, pour prendre en compte ces dimensions, je dirais, d'épreuves, ces dimensions d'histoire, ces dimensions de rupture? Bien sûr, on peut répondre à cela, me semble-t-il, de deux manières. Si l'on procède par un tirage au sort pur, aléatoire, il est probable que si on tire une assemblée comme celle-ci, on va avoir dans cette assemblée les 30% qui ont, dans l'année, vécu ces événements particulièrement forts, positifs ou négatifs, auxquels vous avez fait allusion. Si l'on procède par méthode quota, corrigeant la méthode aléatoire pure, alors il est relativement peu probable, je n'ai pas connaissance en tout cas d'expérience, qui ait pris cette dimension-là en compte. Alors, il me semble qu'il faut à la fois affirmer que ce genre de dispositif ne constitue qu'un élément parmi d'autres dans une procédure, dans une dynamique démocratique plus vaste, que cette dimension-là a un sens. Regardons-nous là, le nombre de cheveux blancs n'est pas représentatif. Si nous étions seuls à décider, nous sacrifierions nos petits-enfants, nos enfants. Donc il est important, lorsque l'on débat et lorsque l'on décide encore plus, que cela soit à l'image, entre guillemets, générationnelle de la population. Mais il faut penser aussi que cette notion d'échantillon représentatif, dès lors qu'il y a des critères qui la déterminent, est prise dans des débats sociaux et politiques beaucoup plus vastes sur quels sont les critères qui sont pertinents et quels sont les critères qui ne sont pas pertinents, quelles sont les divisions qui sont pertinentes et qui font sens individuellement et collectivement.
Et il est probable qu'au-delà d'une représentativité générale d'un point de vue purement statistique, il soit tout à fait fondamental que certains groupes, certaines expériences puissent trouver des expressions, des porte-paroles, des représentants dans des mouvements certes unilatéraux, mais qui ont le mérite de mettre sur la table de nouvelles divisions possibles, de nouvelles choses importantes possibles. Oui, parce que le but, ça n'est pas simplement de moderniser le parlementarisme, c'est de trouver la façon d'articuler justement des formes représentatives parlementaires avec d'autres modalités de la démocratie. Et là, sur ce point, vous nous avez peu fait de remarques dans votre exposé sur la façon dont vous voyez le lien entre les réseaux sociaux, Internet, et puis ces types d'expérimentation que vous avez suivis ou que vous appelez de vos voeux. Alors, il me semble que, pour partie, il peut y avoir des liens directs. J'ai, pour des raisons de temps, sauté le passage où je racontais que dans l'expérience de la du travail constituant islandais, les réseaux sociaux permettaient aux citoyens de contribuer au fur et à mesure de l'écriture des articles de la nouvelle Constitution à travers donc, une série de contributions. Il me semble cependant que l'on a intérêt, hors ces connexions les plus visibles et les plus faciles, à penser le lien entre ces deux domaines de façon indirecte. En effet, lorsque l'on décide de créer un mini-public tiré au sort, on a bien un lieu central où à un moment donné se fait la discussion, alors que la logique des réseaux sociaux est une logique de réseau, justement, où, pour reprendre l'expression de Dominique Cardon parlant d'Internet, l'intelligence est à la périphérie et le centre est faible. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes types de dispositifs, et pourtant, il me semble partager quelque chose en commun, ou plus exactement deux choses principales en commun. La première chose qu'ils partagent, c'est cette idée que la sagesse n'est pas concentrée en un lieu unique de la société, qui serait celui des experts et des élus, mais qu'elle est répartie de façon plurielle, ce qui ne veut pas dire forcément de façon égale, et que l'on a intérêt à multiplier les acteurs dans un tel système, mais qu'il y a une égalité principielle qui est au fondement même de l'idée de la démocratie, que l'on doit mettre en avant si l'on veut démocratiser la démocratie, poursuivre l'expérience démocratique face aux défis extrêmement sérieux qu'elle rencontre aujourd'hui. Et puis, le deuxième rapprochement qui est lié au premier, c'est l'idée que du coup, au-delà même de cette valeur, disons, de répartition égalitaire de la sagesse et des compétences et des contributions utiles, il faut organiser institutionnellement un processus qui ne soit plus pensé sur le modèle de la souveraineté, avec un président, un centre qui décide de tout, mais sur le modèle de la pluralité, sur le modèle d'une pluralité où, au bout du compte, on ne voit plus bien quel est le centre, où il y a plusieurs centres, et où l'élection constitue une dimension tout à fait fondamentale et importante, mais où à côté, les réseaux sociaux, des dispositifs tirés au sort, des formes de coopération de gouvernance, comme on les appelle aujourd'hui, mais aussi l'action des juges et des tribunaux, tout cela constitue une société multipolaire. Et il me semble qu'il est plus réaliste de penser que la politique doit prendre en compte explicitement cette société multipolaire au XXIe siècle que de penser que l'on pourra retrouver au reste quelque chose d'assez largement imaginaire, car ce n'a jamais été comme ça véritablement un centre dans lequel, pour reprendre votre expression, on vise à couronner le pouvoir plutôt qu'à le répandre. Merci, ça veut dire d'une façon très, très explicite qu'il faut tout de même, dans la politique, voir les deux dimensions. On pourrait dire d'une politique ordinaire
qui soit assez disséminé, dans lequel les contre-pouvoirs soient forts, dans lequel les formes de contrôle et de surveillance soient forts, et qui est une façon en le dissolvant, de rendre les citoyens plus actifs, mais en même temps de trouver les moyens peut-être de garder des formes de théâtralisation ou de dramatisation de la politique à certains moments, pour ne pas décevoir complètement les amateurs de théâtralisation, même si ça ne peut pas être uniquement la seule dimension du politique. Effectivement, il me semble que, pour le coup, c'est souvent un des risques de ces expérimentations reposant sur des mini-publics, une discussion bien organisée, entre tous, répartis, égalité, où tout le monde prend égalitairement la parole, une opinion publique éclairée, etc. L'un des risques, c'est d'avoir quelque chose de froid, qui ne provoque pas les passions, qui ne repose pas sur cette théâtralisation. Il me semble cependant que dans l'expérience islandaise, mais dans d'autres également, on a à l'inverse une forte théâtralisation quand les mouvements sociaux, pour la première fois, ont obligé le gouvernement à démissionner, ont mis en place une assemblée citoyenne de 1000 personnes tirées au sort, on dit voilà, nous voulons refonder le pays. La théâtralisation était énorme. Et elle a continué lorsque le nouveau gouvernement a repris la balle au bond. Donc il y a une théâtralisation possible, y compris de ces expérimentations, pour autant qu'elles ne sont pas séparées, ossifiées en quelque sorte sur elles-mêmes, et qu'elles sont mises en relation avec d'autres processus, à la fois électoraux classiques, mais aussi de mobilisation sociale, de réseau Internet. Et l'on peut penser que cette théâtralisation gagne, elle aussi, à être plurielle. Jeter, par curiosité, un coup d'œil au portrait officiel de nos présidents de la République, ce n'est pas simplement le président actuel, et au portrait officiel des personnes qui gouvernent dans les pays voisins. Et vous verrez que la théâtralisation de la politique peut être faite de façon différente, dans une filiation claire avec le principe de souveraineté monarchique chez nous, et d'une façon plus plurielle dans d'autres pays européens voisins. Et que finalement, une théâtralisation à travers une assemblée tirée au sort qui, à un moment donné, incarne l'une des figures de la nation, peut être quelque chose de très fort, tout comme la figure des États généraux se transformant en assemblée constituante, etc., avait pu, à un moment donné, frapper les esprits il y a bien longtemps. Merci. Nous allons rester là en vous remerciant d'être venu.